Merci à tous, merci d'être si nombreux aujourd'hui. C'est une réunion publique sur le logement aujourd'hui, comme on avait organisé en fait en mars dernier. Ah, j'ai oublié aussi. Voilà, je vous présente aussi quand même, c'est normal. Je me présente, je suis Carole Chariot, maire de Villedieu. Mon adjoint, donc Emmanuel Maillard, et donc la chargée de mission logement habitat, Elsa Marché. Donc nous avions organisé en mars dernier une réunion publique sur la réglementation des meublés de tourisme et nous avons écrit aussi plusieurs publications sur le sujet du logement. Mais il nous semble opportun aujourd'hui de faire un point avec vous sur ce sujet crucial. En effet, nous sommes confrontés à une crise du logement, comme vous le savez, sans précédent. Les îlets n'arrivent plus du tout à se loger, les saisonniers, les travailleurs qui arrivent sur notre territoire non plus. Donc en 10 ans, le nombre de locations à l'année a baissé de 30%. Donc on est passé de 374 logements, déjà que ce n'était pas beaucoup, en 2009 à 258 en 2020. Donc la municipalité s'est emparée de cette problématique il y a longtemps, mais a intensifié ses actions grâce notamment à l'embauche d'une chargée de mission en janvier 2023, donc Madame Marché. Endiguer cette crise, ou du moins la ralentir, est un long chemin. Et étape par étape, nous avons pu construire une véritable politique de l'habitat que nous allons vous exposer ce soir. La première étape a consisté à faire du lobbying parlementaire, même si on n'a pas eu de bol parce que c'est vrai qu'il y a eu des gouvernements successifs. Mais bon, on a réussi quand même à se faire reconnaître comme territoire en tension, c'est-à-dire qu'on est en zone B1. Et grâce à cette reconnaissance en zone tendue, on a accès à des outils performants, donc le prêt à taux zéro pour les primo-accédants et la majoration de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires qui permet d'avoir un budget pour la politique de l'habitat. Et puis, le changement d'usage aussi que l'on va vous présenter ce soir. La seconde étape a consisté à construire petit à petit une véritable politique de l'habitat grâce au budget de la majoration de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires. Et des actions concrètes ont été mises en place, donc l'aide à la mise en location à l'année, l'accompagnement aux travaux de réhabilitation aussi, l'aide au logement des saisonniers, donc c'est les Patagos, donc c'est à Saint-Sauveur et puis aussi via l'Office de tourisme, l'acquisition de logements pour agrandir le parc locatif à l'année, la subvention communale pour construire du logement social, on est obligé de passer par là, et la vente de terrains communaux à des primo-accédants. La troisième étape, c'est un travail sur le long terme. On veut créer les conditions d'un habitat pérenne définitif. C'est pour cela que nous élaborerons une stratégie locale de l'habitat pour l'annexer à notre futur PLU, pour sécuriser en fait nos préemptions, pour avoir une vision à long terme. Nous mettons en place aussi le bail réel solidaire. Tout ça, tous ces mots compliqués, enfin pour ceux qui ne connaissent pas, vont vous être expliqués. Une coopérative d'habitants, où la commune reste maître du foncier, et pour éviter surtout la spéculation. Cela permet aussi de cheminer aussi dans la réflexion pour dissocier le foncier du bâti. Bon, ça, c'est pas gagné, mais on y réfléchit. Et puis, nous bataillerons jusqu'au bout auprès de l'État, des parlementaires, pour obtenir un statut spécifique des îles avec des règles adaptées à nos problématiques insulaires. Je crois que c'est très important. En conclusion, pour cette petite introduction, la politique de l'habitat que nous allons vous présenter ce soir ne fait que commencer. Ses effets seront sur le long terme. Étape par étape, nous allons rééquilibrer le marché actuel entre les résidences secondaires d'un côté, l'accueil touristique et les logements pour les résidents principaux. Il faut que les travailleurs puissent se loger pour subvenir aux besoins de la population. C'est vraiment ça l'objectif. C'est vraiment simple. Sinon, à terme, nous serons dans la même situation que certaines îles du Ponant.
Notre île s'ouvrira donc au printemps et fermera à l'automne. Et donc, ça, c'est pas bien. Hein, on ne veut pas, personne ne veut aboutir à cette extrémité. C'est bien pour cela que nous vous exposons ce soir ce que nous mettons en place, car nous ne pourrons rien faire, bien sûr, sans vous. Donc, je laisse la parole à Emmanuel Maillard qui va donc vous dérouler un petit peu your point, enfin un moyen quand même, avec toutes nos actions, la politique de l'habitat d'un côté, les meublés de tourisme de l'autre, et puis bien sûr, en complément, Madame Marchais interviendra sur les questions techniques. Et après, on vous entendra pour un temps d'échange, bien sûr, toutes les questions sont les bienvenues, donc on vous laissera la parole. Bonjour. Alors, l'ordre du jour, ce qu'on va faire, c'est on va essayer, nous, de vous faire une présentation d'1 heure maximum. Comme ça, après, on aura du temps pour les questions. On va commencer par une petite situation pour que tout le monde visualise bien l'état actuel sur le logement. Ensuite, une petite présentation sur les différentes actions de la politique générale. Et on a voulu faire 2 focus en fin de présentation. Une sur la majoration de la taxe d'habitation et à quoi elle sert et à quoi on l'utilise. Et une autre, faire un petit rappel sur la réglementation des meublés de tourisme, puisque ça va arriver l'automne, comme les dossiers vont arriver, c'est pour cet automne et c'est pour 2026. Donc on va remettre un petit peu où on en est et ce que les gens concernés doivent faire là sur l'automne. Voilà. On fera les questions après. Les slides, il y en a pas mal. Je vais essayer d'être rapide, mais si vous voulez revenir sur certains sujets, après on y reviendra et on remettra derrière les slides en fonction de vos questions. Donc une petite présentation sur l'île. On a 4887 habitants en 2022, donc on a en gros 5000 habitants. On a une croissance démographique assez faible, mais elle est entretenue par de nouveaux arrivants. On a une population qui vieillit, évidemment, comme un peu partout en Vendée, mais fortement chez nous. Donc 40% de la population a plus de 60 ans. Des ménages toujours plus nombreux, mais de plus petite taille. Donc on a de moins en moins de personnes par foyer, ce qui nous oblige à avoir de plus en plus de maisons. Ce n'est pas propre à l'Île-Dieu, ça c'est ce qu'on retrouve partout. On a par exemple aussi de plus en plus de personnes qui, toute leur vie, vivent seules. Et donc ils ont besoin eux aussi d'un logement, alors qu'on pouvait avoir des foyers de 4-5 en moyenne avant. Une économie dynamique avec un taux d'activité élevé, tournée principalement vers le tourisme, l'artisanat, les services, avec une grosse saisonnalité, et on a une précarité de la population qui est liée au coût de la vie plus élevé. C'est-à-dire qu'on a de grosses disparités de revenus sur les lieux, avec une population qui a du mal à joindre les deux bouts, et dont il faut... il faut prendre soin, c'est pas il faut prendre soin, mais il faut redonner de bonnes conditions de vie à cette partie de la population. Donc ça, c'est contexte général. Ça y est, je suis perdu dans les pages. Ça commence. Hop. Parc de logement déséquilibré. Donc on a 6274 logements en 2022. Alors on n'est pas sur 2024 parce qu'on n'a pas les chiffres mis à jour qu'on va aller chercher auprès de l'État. Mais on a une évolution. Donc sur ces, on a 60% de résidences secondaires, 37,4% de résidences principales, et on a 2,4% de logements vacants, donc c'est très peu pour nous. Sur les résidences principales, 81% d'occupés par leurs propriétaires, 11% en logement locatif, on a dit qu'on avait perdu 100 logements à l'année en location, 5% en locatifs sociaux, ce qui est très peu, et on a 3% logés gratuitement. Alors cet indicateur, il est intéressant parce qu'en fait, loger gratuitement, c'est-à-dire que c'est soit vos enfants qui sont adultes, qui sont toujours chez vous, soit aussi ça peut être des gens qui peuvent être divorcés. Il y en a un qui continue d'habiter chez le propriétaire parce qu'il n'a pas trouvé de logement. Et c'est un chiffre assez élevé, c'est beaucoup plus haut que la moyenne nationale, et c'est à peine en dessous de Paris. Donc ça, c'est un indicateur qui est assez important pour montrer à quel point il y a une tension du logement. Nous, on a des jeunes de 30 ans qui n'ont toujours pas d'appart, quoi. Alors qu'à 30 ans, vous ne devez pas être chez vos parents. On a un parcours résidentiel qui est bloqué, c'est-à-dire qu'on a l'accession à la propriété qui devient inabordable quand on veut acheter du bâti.
puisqu'il est devenu trop cher. On a une pénurie de logements locatifs à l'année et on a des opérations de logements sociaux bloquées, c'est-à-dire que logement social, vous avez un bailleur social, lui, il construit des maisons, il met en location, le logement est peu cher. Par contre, il doit équilibrer sur une longue durée, bien sûr, mais il doit équilibrer son opération. Donc, si à un moment donné, au vu des loyers, il ne peut pas construire, parce qu'il ne peut pas équilibrer, ben en fait, il ne construit pas. Donc, à Lisieux, c'est ce qui se passe depuis un paquet d'années. Et donc, c'est bloqué. C'est en train de se bloquer aussi en Vendée sur le littoral. C'est-à-dire qu'il y a des villes qui commencent à ne plus avoir de plans de construction, des constructions de logements sociaux qui sont à l'arrêt, là, pour l'instant. Donc, on a ce problème-là. Donc, en gros, ben, vous ne pouvez pas acheter. Vous avez du mal à louer et vous n'avez pas de place dans les logements sociaux. Il ne faut pas oublier, c'est que 70% de la population chez nous aurait droit à un logement social. En Vendée, c'est à peu près la norme. Marché immobilier. Donc le bâti, si on prend ce qu'on appelle le stock, en fait le bâti, le prix médian au mètre carré sur des ventes de maisons à Lisieux, c'est à peu près 6 500 € du mètre carré. Donc une maison de 100 mètres carrés, 650 000 €. Le prix moyen qu'on a eu ces dernières années, c'est 630 000 les transactions, le prix moyen des transactions par an sur l'achat et la revente de maisons. Il y a un autre chiffre, 310 500 prix de vente premier décile, c'est-à-dire vous prenez les 10% des maisons qui étaient les moins chères et vous faites la moyenne de ces achats, la moyenne est à 300 000. C'est-à-dire que les moins chers, en moyenne, se vendent 300 000 et en général, c'est sans le coût des constructions que vous devez mettre après pour pouvoir y habiter normalement. Et sur le foncier, on est sur une moyenne à 284 € du mètre carré. L'évolution des prix de vente, on le voit, Covid 2019, vous voyez la courbe, on a pris de mémoire 40 et quelques % d'augmentation sur les prix de vente depuis le Covid à Lisieux. Et surtout, on voit que l'évolution, elle n'est pas linéaire, elle n'est pas souple, elle permet, on ne voit rien venir quand on se retrouve avec des prix comme ça. Et si on regarde ce qui est intéressant, on l'a comparé avec d'autres endroits, donc sur le bord de mer, les Sables, Saint-Jean-de-Mont, Groix, Belle-Île, Lisieux, on voit que avec le Covid, tout le monde est monté, c'est-à-dire qu'il y a l'attractivité du bord de mer, l'attractivité des îles, et alors ce qui est aussi, c'est l'attractivité de Lisieux par rapport aux autres îles. C'est-à-dire que nous, l'augmentation, elle est beaucoup plus forte que dans les autres îles du Ponant, que ce soit Belle-Île, Groix, etc. Donc on a pris l'augmentation comme tout le monde, mais on l'a pris encore plus fortement et plus violemment que tout le monde. Et si on prend tout ça, si on prend tous les indicateurs sur lesquels on travaille depuis plusieurs années, qu'on les compare avec toutes les autres îles, en fait, on est tous dans une situation difficile, mais Lisieux, c'est toujours plus. Donc, on reprend une claque à chaque fois. Donc voilà. Et quand on compare, il y a des fois des gens qui disent oui, c'est normal, Lisieux, ça attire. Mais le prix de vente, on est plus cher que Nice, par exemple, que Cannes, que La Rochelle, que Annecy, des choses comme ça. Alors on pourrait se dire à Nice, on peut se loger, oui, on peut se loger, mais quand on va à l'arrière de Nice, mais si on veut habiter à Nice, mais en fait c'est moins cher que d'habiter à Lisieux. Donc voilà. Si je peux rajouter quelque chose, effectivement, ce graphique, c'est vraiment ce qui est le plus important, c'est ces deux graphiques-là. Tout ce qu'on fait, toute cette politique de l'habitat, voilà ce qui nous motive. Si on ne fait rien, ça continue de monter. Ça continue de monter. Et donc, les îlets ne pourront plus du tout se loger. Et donc, il y aura beaucoup moins de travailleurs sur l'île. Et comme je vous disais tout à l'heure, l'île sera ouverte que du printemps à l'automne. Donc, c'est pas pour embêter tout le monde qu'on fait tout ça. C'est vraiment peut-être endiguer cette crise du logement, voire la ralentir, hein, mais pas la stopper, hein, mais pas non plus arrêter l'accueil touristique. C'est pas ce qu'on veut. C'est vraiment que les îlets puissent se loger. Juste pour finir avec ça, en haut à droite, là, il y a un petit. On avait fait, donc comme on a fait un diagnostic, il y a eu des enquêtes qui ont été faites, on a mis un petit chiffre. Là, 60% des personnes en recherche de logement sont prêtes à quitter l'île pour se loger en raison du manque d'offres et du prix des logements. Donc voilà, ça c'est assez parlant, c'est-à-dire qu'on a quand même des gens qui sont
dans des vraies galères. On a des gens, des familles de 4 qui vivent dans des studios avec une chambre et tous les soirs ils sortent un clic-clac alors que les 2 personnes travaillent, ont 45 ans, 2 enfants, enfin, et au bout de 2 ou 3 ans se disent il y a un moment donné ça vaut plus le coup, quoi. Donc là c'est sur les plans d'action qu'on a actuellement. Le principal qu'on est en train de travailler, c'est ce qu'on appelle, on est en train de construire une stratégie de l'habitat. C'est l'équivalent d'un PLH, d'un programme local de l'habitat tel qu'on le voit dans les villes. Nous, on n'a pas pu faire un programme local de l'habitat parce qu'on est une commune isolée et les communes isolées n'ont pas le droit de le faire. Bon. Mais on nous a dit, faites la même chose, sauf que vous ne l'appelez pas PLH, vous l'appelez autrement. Donc, on l'a appelé stratégie. Et les faites de la même manière, c'est-à-dire que c'est encadré par la loi, un PLH. Vous le travaillez avec l'État, les départements, les bailleurs sociaux. Vous avez une enquête qui se fait, etc. Et à la fin, votre stratégie de l'habitat, elle est validée par l'État, donc elle est, on va dire, recevable. Donc et vous allez pouvoir vous appuyer dessus. Qu'est-ce qu'une stratégie ? C'est en gros vous donner une colonne vertébrale, une ligne directrice sur votre politique de l'habitat pour les années à venir. Là, pour le coup, c'est sur les 6 ans à venir. Après, ça n'empêche pas de continuer à voir plus loin, mais la stratégie, c'est sur les 6 années à venir. Comment est-ce que vous la faites ? Vous commencez par un diagnostic. Ensuite, vous allez définir des orientations, et de ces orientations, vous allez faire une définition d'un programme d'action pour pouvoir arriver au but que vous êtes fixé. Actuellement, on a fait le diagnostic, on est en train de travailler sur les orientations et le programme d'action. Donc la stratégie de l'habitat de la commune sera présentée à l'automne, octobre ou novembre, on ne sait pas encore, et à ce moment-là, on fera une journée du logement aussi, comme on en a déjà fait, avec des ateliers, avec l'ADIL, le département, etc., qui viendront faire des ateliers, notamment sur l'adaptabilité des logements au handicap, etc. Donc ça, ce sera à l'automne. Par contre, le diagnostic qui est fait, lui, alors c'est un gros pavé, pardon, on est en train d'en faire un dossier synthétique qui va être diffusé sous quelques semaines. Donc il sera diffusé sur le site de la mairie et on fera des impressions papier aussi. Ça permettra, ce que vous avez vu là tout à l'heure, ça en fera partie, il y aura plus d'informations, mais ça permettra de diffuser et que tout le monde puisse avoir accès au bilan où on en est, au diagnostic actuel de ce qu'on vit. Donc ça devrait se faire fin août, j'espère que ça sera fait. Voilà. Cette stratégie, donc, elle va une colonne vertébrale, des actions qui sont derrière. L'intérêt de ça, comme c'est un document qui est reconnu et validé par l'État, c'est qu'après, vous pouvez vous appuyer dessus. Et vous pouvez vous appuyer dessus, pour aller voir des ministères, des départements, des régions, etc., en disant, voilà, nous, ça c'est validé, c'est ce que l'on doit faire, parce que tout le monde a validé le fait qu'on soit en tension et que notre programme y tient la route. Donc, limite, quand vous nous mettez des bâtons dans les roues pour le réaliser, il y a un truc qui ne va pas. L'autre chose, c'est que ça vous permet, sur votre commune, par exemple, quand vous voulez acheter une maison, ou préempter, ou une préemption d'un grand terrain, et vous dites là, il y a une réserve foncière à faire. Grâce à ça, vous pouvez aller devant le juge et vous avez des arguments pour dire que ce terrain-là, on en a besoin parce qu'il est d'utilité pour le territoire par rapport au problème de tension de logement de résidence principale sur les lieux. Voilà. Sur cette stratégie, en fait, dans la stratégie, il y a déjà ce qu'on est en train de faire qui va être dedans. Et puis après, on a d'autres idées, d'autres projets, etc. Ça, on les présentera qu'à l'automne, parce qu'il faut qu'on les finalise, qu'on retravaille encore dessus. Néanmoins, ce qui est actuellement engagé, on travaille à peu près sur 4 thèmes, qui sont favoriser le logement permanent pour les habitants des lieux, favoriser l'hébergement des travailleurs saisonniers, parce que ça aussi c'est important, rationaliser le foncier, mobiliser le parc existant, encadrer, réguler le parc secondaire. Sur le premier thème, qui est le plus gros, favoriser le logement permanent. On a plusieurs actions. On a d'abord poursuivre le développement du parc locatif public dans un contexte de tension immobilière. C'est ce qui est marqué derrière. En gros, c'est
La majoration nous donne un budget. Avec ce budget, ce qu'on s'est dit, c'est qu'il faut qu'on augmente le parc communal pour pouvoir mettre en location à l'année des logements. On perd 100 logements à l'année en 10 ans. Vu le coût de la construction, c'est pas obligatoirement simple de se dire tiens, je vais acheter une maison et le louer à l'année, parce que c'est pas vraiment rentable vu le coût de la construction et le loyer qui est en face, donc ça fonctionne pas. Donc nous, on va le faire. Ça veut pas dire qu'on va se substituer à tout et faire tout, mais on va augmenter ce parc. Donc l'idée, c'est qu'à un moment donné, c'est d'année en année augmenter le parc et puis l'offrir à la location à l'année. Comme ça, on n'a pas à le vendre, on ne le revend jamais, il reste communal. Et donc, quand on en achète un, ça devient une résidence principale. Et quand les gens partent, ça reste toujours une résidence principale. Elle n'est pas vendue, puisqu'à chaque fois qu'une maison est vendue, ben, finalement, elle est achetée au coût où sont vendues les maisons. Elle va être achetée soit par un investisseur, soit par un résidence vendeur. Mais elle ne sera pas achetée, de moins en moins achetée, par un jeune couple litigieux pour y vivre, puisqu'il n'en aura pas les moyens. Donc là, c'est notre idée. On a, depuis 2024, on a fait l'acquisition de 14 logements. Et l'autre chose, c'est qu'on a l'accompagnement financier à la production de 10 logements sociaux à l'impasse des Rieux, donc qui va être fait, ça va attaquer là. Donc en fait, ça c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Sur le logement social, comme les bailleurs sociaux, quand ils viennent à l'IDIO, ils n'arrivent pas à équilibrer et qui sont tenus d'équilibrer dans leur texte, dans leur statut, ben, en fait, ils ne font pas. Donc, pour qu'ils fassent, ben, en fait, la commune, il faut qu'elle vienne subventionner le delta qui est entre leur plafond à eux. Alors, on a travaillé beaucoup avec eux. On a essayé de leur forcer la main. Ça n'a pas été facile. On leur a fait augmenter leur plafond. C'est-à-dire que le plafond qu'ils sont en train d'accepter sur les lieux, c'est un plafond qu'ils n'acceptent pas ailleurs. Ils ont quand même compris ça, mais ils ne sont pas capables de monter jusqu'au niveau où les entreprises répondent sur leurs appels d'offres à la construction. Donc la différence, mais on va la donner. Donc ça, voilà. Le but de la commune, c'est pas de donner à chaque fois. Mais là, comme c'est bloqué depuis des années, là on le fait. Et la majoration, donc le budget lié à la majoration, va nous aider à ça. Donc là, il y aura 10 logements qui vont bientôt se construire. Et puis, on a mis en place depuis 1 an et demi maintenant la conversion des logements, une aide à la conversion des logements en location à l'année. C'est-à-dire que les gens qui ont un meublé de tourisme, par exemple, ou un logement vacant, par exemple, s'ils le mettent en location à l'année, en s'engageant à le louer pendant 3 ans, si je ne dis pas de bêtises, oui, 3 ans, nous, on leur donne une aide qui va de 5 000 à 8 000 euros. Depuis qu'on a mis ça en place, on a conventionné, on a donné 17 aides. Donc ça fait 17 logements qui sont devenus des logements à l'année alors qu'ils ne l'étaient pas. Et on a d'autres dossiers actuellement qui sont en cours d'étude. Sur ces logements, juste un truc, c'est qu'on a mis quand même une autre règle, c'est qu'on a mis un plafond de loyer. C'est-à-dire qu'on n'a pas envie non plus de donner 5 000 euros à quelqu'un qui fait des loyers très 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 chers, parce que les loyers sont déjà assez chers sur l'ITU. Donc voilà, il y a ce plafond-là qui est donné. Juste une petite info sur le parc communal, parce que l'ITU a un parc communal, la mairie a un gros parc communal. Je vois que sur le continent, tout ça, des fois on voit des villes qui n'ont même plus de logement d'urgence, par exemple. Il n'y a plus rien. Nous, on est actuellement avec une trentaine de logements qu'on gère. Donc là, on vient d'en racheter. Donc on va passer à 46 logements. Sur les 46 logements, entre ceux qu'on a achetés, il faut qu'on les mette aux normes pour de la location à l'année. Il faut qu'on les rénove, etc. Donc ça, c'est un peu compliqué. On a du mal à avancer aussi vite qu'on voudrait. Mais on est à terme sur une année, on va dire, à une trentaine de logements qui seront loués à l'année. Après, on a des logements qui sont loués temporairement, parce qu'il y a des besoins. C'est-à-dire qu'on a besoin de gens du continent qui viennent à des moments pour la saisonnalité ou pour la santé, pour des choses comme ça. Donc, sans ces logements-là, en fait, les gens ne viennent pas. Donc, on a besoin aussi de ces logements. Voilà, c'était juste ça pour Ensuite, toujours sur favoriser le logement permanent pour les habitants à l'année, on continue la commercialisation, ça c'est toujours fait, c'est-à-dire que la commune de l'Île-Dieu a toujours acheté des terrains, fait de la réserve foncière, et puis ensuite elle viabilise, elle découpe et elle vend les lots à des primo-accédants, donc en général de jeunes familles, de jeunes couples de l'Île-Dieu, à prix coûtant. Donc ça c'est toujours fait. Là, depuis 2023, on a commercialisé 23 terrains.
Alors il y a un cahier des charges pour y avoir accès, et après c'est un tirage au sort. Donc là on a eu 2 ou 3 tirages au sort là, depuis 2 ans, donc il y a eu 23 terrains qui ont été donnés. Et les gens, quand ils s'engagent à faire ça, comme c'est à prix coûtant, en fait, il y a une règle qui est que c'est une règle anti-spéculative, mais qui ne dure pas dans le temps. C'est-à-dire que sous 12 ans, ils n'ont pas le droit de revendre le terrain, enfin la maison, et de faire une plus-value, sauf divorce, décès de l'un, etc. Enfin, accident de la vie, on va dire. Voilà. Sauf qu'à la fin on va dire qu'une des problématiques à l'IDIO qu'il faut voir, le fait qu'on soit en territoire contraint géographiquement, c'est que même quand vous faites l'aide que vous faites là, dans 20 ans ou 25 ans, ces gens-là peuvent revendre leur maison, puisqu'elle leur appartient, ce qui est normal, sauf qu'au prix de 6 000 € du mètre carré, ben en fait, il y a peu de chances qu'ils le revendent à un jeune couple de l'IDIO. Donc en fait, on aide, ça aide une génération, mais on la perd, la maison, donc on perd aussi le foncier. Et à un moment donné, c'est pas compliqué de comprendre qu'à un moment donné, il n'y aura plus. La réserve foncière, à un moment donné, il n'y aura plus, donc il n'y aura plus d'aide, et il y aura, le truc, la machine, elle va s'arrêter, quoi. Donc voilà. Donc, je passe au suivant, c'est créer et promouvoir de nouvelles formes d'habitat. C'est-à-dire que depuis 2 ans, 3 ans, on réfléchit beaucoup à qu'est-ce que pourrait être l'habitat à venir. C'est-à-dire que si à chaque fois, même quand vous aidez, finalement la maison, vous la perdez au bout d'une génération, ça vous oblige à tout le temps construire des maisons, à tout le temps reprendre du foncier, construire de la maison, vous aidez et vous perdez, vous recommencez. Donc c'est de dire comment est-ce que je peux faire une maison qui est une résidence principale et qui reste une résidence principale même quand il y a décès, et même quand il y a revente. Donc c'est là où on est parti sur des nouvelles formes d'habitat. Donc il y a deux projets actuels qui sont, on a lancé le projet d'une coopérative d'habitants. Alors, je vais essayer d'expliquer simplement. En gros, une coopérative d'habitants, c'est un groupe de personnes qui vont se mettre ensemble, qui vont en gros dessiner leur quartier, un petit quartier, l'équivalent d'un lotissement, sauf qu'ils vont le dessiner ensemble, mais ils ne vont pas être propriétaires. C'est-à-dire qu'ils vont créer une coopérative, une structure. C'est cette structure qui sera propriétaire, qui va construire les maisons, qui va en être propriétaire, et les gens qui ont construit la coopérative, eux, ils vont payer un loyer, une forme de redevance à la coopérative. Donc c'est un système où vous êtes propriétaire, locataire. Quand vous partez, quand vous décidez de partir, en fait, vous n'avez rien à vendre, puisque ça ne vous appartient pas. Dans les règles de la coopérative, ce ne sont que des gens qui sont résidents principaux. Donc quand vous partez, vous allez revendre des parts sociales, donc vous allez récupérer votre mise, on va dire, mais vous n'allez pas faire de spéculation, vous n'allez pas tirer des bénéfices de l'opération. Et la personne qui va rentrer, elle, pareil, elle va racheter vos parts, mais ça sera obligatoirement pour habiter en tant que résident principal. Donc en fait, le renouvellement, là, il se fait tout le temps. Et donc ça, c'est l'idée qu'on a, c'est de trouver des formes d'idées. Alors l'intérêt aussi d'une coopérative d'habitat, c'est que comme vous mutualisez, vous pouvez mutualiser des endroits, genre un garage pour tous, un atelier pour tout le monde, une buanderie pour tout le monde. C'est une histoire d'échelle de coût, donc vous essayez de faire descendre le coût. Alors en général, les coopératives en France, elles arrivent à construire des maisons entre 20 et 40% moins chères que quand on est sur un lotissement où on va mettre 8 maisons les unes à côté des autres. Donc à l'idée, on a lancé ça, on a fait un appel à projet qu'on a accompagné. On a 9 familles qui ont construit un projet. Nous, on avait un terrain de 2200 mètres carrés, on va leur louer une forme d'AOT. Donc ils ne seront pas propriétaires du terrain. Eux vont construire leur maison, ils vont d'abord mettre en place leur coopérative, construire leur quartier, y habiter, et ce système-là perdurera tout le temps en tant que résidence principale, quels que soient les gens qui seront dedans. Alors, donc là, voilà, on en est là. Le groupe a construit le groupe d'habitants, donc 9 familles, ont construit un projet qui a été validé on a créé un organisme indépendant, en fait, spécialisé sur les coopératives pour nous aider à comprendre si leur projet était viable, suivant des normes, un peu des critères techniques notamment et financiers. Donc ça a été validé. Donc maintenant, on va leur mettre on va faire un bail à disposition pour cette coopérative. Donc voilà.
On a aussi des baux réels solidaires. Alors, le logement en bail réel solidaire, c'est un système. Alors, ces deux systèmes-là, ce sont rendre aussi l'accession à la propriété, même si c'est locatif propriétaire, évidemment c'est différent de ce qu'on connaît tous. C'est trouver du logement abordable. Et donc, le bail réel solidaire, c'est la même chose. Vous avez un bailleur social qui va être propriétaire du foncier. Il va faire construire une maison et il va ne vendre que la maison, mais pas le terrain. Vous achetez une maison et vous payez, pas de la même manière, un loyer au bailleur social. Vous êtes obligatoirement résident principal et vous avez... alors, il y a des plafonds de revenus, etc. Et les maisons valent bien moins cher puisqu'on enlève déjà le foncier. Et puis un bailleur social, lui, il est capable de se rembourser sur beaucoup plus longtemps que vous quand vous allez voir une banque. Donc là, on en a créé, il y en a 5 qui sont en commercialisation actuellement à Lisieux. Il y a déjà eu un jury une commission d'attribution. Il y en a eu 4 qui viennent d'être attribués. Il en reste un qui est un T4. S'il y en a que ça intéresse. Donc à la mairie, vous pouvez venir, les renseignements sont donnés et après, si les personnes sont intéressées, elles seraient redirigées vers le bailleur social. C'est porté aussi par le département. Donc voilà. Et les prix, je peux même vous les donner. Pour le T4, c'est 220 000 €. Donc c'est pas cher. Mais en effet, vous n'achetez pas le terrain, vous êtes sur une maison à prix abordable, mais vous ne ferez pas x3 quand vous voudrez le revendre dans 25 ans. Voilà. Et donc ça, une fois qu'on a ces 5 logements, ces 5 logements-là, malgré le renouvellement des gens, ça restera toujours une résidence principale. Donc on continue de travailler là-dessus. En fait, on pense que la dissociation foncier-bâti, c'est la clé. Enfin, on n'en a pas trouvé d'autre encore. C'est-à-dire que si on gardait le foncier, si le foncier restait public, et qu'on dise aux gens, vous pouvez construire votre maison, mais comme le foncier nous appartient, on va mettre une règle, c'est que c'est obligatoirement un résident principal, et donc vous ne pourrez vendre qu'à un résident principal. Bon, ça n'existe pas encore. C'est pas loin d'exister, mais ça n'existe pas encore. Donc on travaille là-dessus. Et donc on travaille aussi beaucoup sur toutes ces nouvelles formes, à essayer de discuter avec des parlementaires, des députés, des sénateurs, des ministres, des cabinets ministériels, etc. On bataille. Alors on bataille parce qu'ils ne tiennent pas plus de 6 mois. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a eu, avant Attal, je ne sais plus qui était Premier ministre, en fait, il y a eu un projet de loi sur le logement qui était bien écrit. On avait envoyé des amendements sur les îles, etc. Il y avait un projet de 30 territoires pilotes en France pour faire de l'expérimentation sur cette lutte contre la crise sur le logement. Donc on s'était positionné. On avait été reçu par le responsable de ce projet qui nous avait dit oui, on va faire un groupe pour les îles Atlantiques. Puis 15 jours après, il n'était plus là, monsieur. Donc voilà, et c'est un peu tout le temps comme ça. Après, on a le fait de discuter sur c'est quoi l'habitat sur des zones contraintes comme les nôtres dans 20-30 ans. Le truc, c'est on a des gens en face qui nous écoutent, qui nous disent, quand on leur explique, quand on leur donne les chiffres, ils nous disent « Ah oui, quand même », mais en fait, ils ne s'emparent pas de nouvelles idées. C'est-à-dire que c'est comme s'ils ne savaient pas faire. Ils veulent bien trouver un truc technique. Allez, on vous rehausse, je sais pas moi, une petite aide pour votre logement social. Mais en fait, on voit que personne ne s'empare du fait de dire il faut changer les choses ou les faire évoluer vraiment. Et donc là, faut le dire, on galère. Mais c'est pour ça aussi, c'est-à-dire que ce qu'on fait actuellement, c'est qu'on fait partie des îles du Ponant, donc les îles de l'Atlantique, et donc avec les îles du Ponant, avec le bureau des îles du Ponant, on plaide et donc on travaille pour acquérir à un moment donné un statut spécifique pour les îles, où là on pourrait y mettre des choses propres aux îles. Voilà. Donc ça c'était sur les nouvelles formes d'habitat. Il faut que je sois rapide. Je sais pas. Alors, sur les saisonniers, on pourrait se dire que c'est pas la priorité vu qu'on a une crise du logement sur les gens à l'année, mais il n'empêche que sans saisonniers, on va pas pouvoir offrir une qualité de service. Donc, on travaille là-dessus. Alors,
Une offre de location à destination des entreprises pour les saisonniers qui est sur une résidence à Saint-Sauveur où on a 14 chambres. Donc ça, tous les ans maintenant, on travaille avec des entreprises, on leur envoie leur questionnaire dans l'hiver, puis on essaye de leur mettre à disposition 4 chambres. Et on a un petit dispositif via l'Office de tourisme de mise en relation entre des hébergeurs et des entreprises, pareil, et ils conventionnent à 3, c'est-à-dire l'entreprise, le propriétaire et le saisonnier, pour faire des logements saisonniers. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui faisaient du meublé de tourisme, puis qui finalement, alors soit par exemple, j'ai envie de dire, leur prêt bancaire il est payé, et puis ils veulent faire autrement, ou il y a une forme de militantisme chez certains, donc ils passent à de la location pour les saisonniers sur 2, 3, 4 mois, voilà. Rationaliser le foncier et mobiliser le parc existant. Donc, on poursuit la veille sur les biens sans maître, sur la constitution d'une réserve foncière communale, donc ça, on y est tout le temps. Et il y a accompagné les projets de rénovation du parc privé, donc information, conseil, aide financière à la rénovation énergétique et à l'adaptation au vieillissement des logements. C'est-à-dire qu'on a un bureau, un guichet unique de l'habitat, donc avec des conseillers, et qui permettent de monter des dossiers de rénovation de maisons ou d'adaptation des logements. Donc ça, c'est en mairie, avec des permanences, avec des spécialistes qui font des permanences tous les mois. Et on a enfin le sujet dont on va parler après, la régulation des meublés de tourisme. Donc, ça, limite, je ne dis rien. Et puis, on va en reparler après, on fait le focus après. Donc voilà, ça, c'est à peu près... il y a d'autres choses, mais en fait, on a voulu balayer les plus grosses actions qu'on est en train de faire. Donc, on a la stratégie qui se finit à l'automne, et puis les autres qu'on va continuer. Et on espère pouvoir en rajouter à chaque fois, rajouter d'autres choses sur cette politique. Et donc là, c'est Carole qui va vous parler de la majoration de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et de son budget. Alors en fait, pour financer forcément cette politique de l'habitat qui est très onéreuse, un seul bien, des fois c'est 800, 1 million d'euros. Donc il nous faut vraiment des sous pour pouvoir continuer. Donc on a mis en place, grâce à la reconnaissance de la zone de tension qu'on avait obtenue, donc on est en zone B1, alors on a mis en place cette majoration de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires. Elle a été mise en place donc, par le conseil municipal, et c'était, je ne sais plus quand, c'est pas marqué, 2023, voilà, c'est ça. Et donc, cette majoration a été permise par l'État, dans le cadre de la projet de loi de finances pour 2023 et de classification de la commune de milieu en zone tendue, comme je vous le disais. Donc, les communes choisissent d'appliquer un taux de majoration compris entre 5 et 60%. Et donc, en 2024, 39% des 3697 communes éligibles l'ont mise en place, donc, et 38% des communes appliquent un taux de 60%. Il faut savoir que toutes les communes des îles du Ponant ont mis en place d'abord cette majoration, et ensuite la plupart d'entre elles ont mis 60%. Qu'est-ce que ça nous rapporte ? Cette majoration en 2024, puisqu'on l'a mis en place en 2023, donc on l'a perçue en 2024. Elle nous a permis d'avoir 2,07 millions d'euros, donc ce qui n'est pas rien, mais en fait c'est vite mangé. Et donc en 2024, on a dépensé en gros 2,45 millions d'euros. Donc on a acheté du bâti. Et puis aussi, on a fait des dépenses au niveau des études, des accompagnements, des aides financières, comme disait Emmanuel tout à l'heure, les aides financières pour améliorer l'habitat aussi. Donc voilà, c'est vite mangé. En 2025, les dépenses d'habitat seront de 2,34 millions d'euros. Donc toujours
avec des acquisitions foncières et bâties, des travaux de rénovation du patrimoine communal, mais toujours à vocation d'habitat, bien sûr, et puis des dépenses d'études, toujours 102 900 €. Donc vraiment, cette majoration, elle n'a pas été là pour embêter les résidents secondaires, c'était vraiment dans le cadre de cette politique de l'habitat. On a pu vraiment Là, par exemple, on a acquis, vous savez, la résidence Oya Vacances. Oya Vacances qui était donc juste en face de Super U. On a acquis les 7 logements. On a divisé en 2 cette résidence. On l'a acquis là au mois de juin 2025. Et dès le 1er juillet, on a pu mettre des gens dedans, parce qu'on ne pouvait pas mettre de gens à l'année, c'était pas possible, puisque c'était le 23 juin, donc il aurait fallu attendre, etc., faire les baux, etc. Donc là, on a mis tout de suite, en juillet et août, des saisonniers. Donc on a pu loger 7 personnes, voilà. Et même des agents communaux qui étaient en mal de logement, enfin des choses dramatiques aussi. On en a des gens qui viennent nous voir et qui n'ont plus de solution. Donc voilà pourquoi on a mis cette majoration qui nous permet de continuer cette politique de l'habitat. Donc on va passer à la nouvelle réglementation des meublés de tourisme. C'est un nouveau chantier qui nous prend beaucoup de temps et qui sera utile et qui va s'appliquer à partir du 1er janvier 2026. Alors, je vais recommencer sur du diagnostic. Voilà. C'est juste, on repart de où on était, et là on va un peu faire le focus par rapport au meublé de tourisme. On a à peu près, donc là on voit la carte où on a les meublés de tourisme. Alors, on a fait un diagnostic parce que le meublé de tourisme, il y a ceux qu'on connaît, il y a ceux qu'on ne connaît pas, parce qu'évidemment, il y a des gens qui louent des fois 15 jours leur maison dans l'année, et puis à quelqu'un qu'ils connaissent, donc il n'y a pas de taxe de séjour, il n'y a pas de déclaration, etc. Donc on le sait tous. Donc on a fait un diagnostic donc, avec une statisticienne de métier. Donc on est allé chercher tous les chiffres, que ce soit les chiffres des gens qui étaient déclarés en mairie, les chiffres qui payent les gens qui payent la taxe de séjour, ceux qui sont partenaires à l'Office du tourisme. On est allé chercher les infos parce qu'on peut les avoir sur les plateformes quand on paye, ils nous donnent toutes leurs informations. On n'a pas obligatoirement les noms et les informations privées, mais on a des chiffres de durée, de maison, de prix moyen, etc. On est allé sur les données publiques de l'État dont on a accès. Cette personne a fait une analyse de tout ça. Donc on s'est retrouvé avec 888 meublés de tourisme identifiés. D'accord ? On a un chiffre moyen qui est de 209 € par nuit en été. Donc on est sur des tarifs quand même relativement élevés. Ce que je vous rappelle, c'est que le meublé de tourisme, ou on va dire le Airbnb, à la base, c'était un complément de revenu où les gens ils louaient leur appart quand ils partaient en vacances 15 jours. Et c'est plus ça. C'est-à-dire que maintenant, on a des gens qui achètent des maisons pour faire du meublé de tourisme et pour faire du Airbnb. Et à Lydie, en effet, à 209 € de moyenne la nuit, c'est assez rentable. Donc ça donne des envies, j'imagine. Et on avait un système sur les meublés de tourisme qui date de très longtemps, qui devait être pour développer le tourisme dans les milieux ruraux, dans des endroits où il n'y avait pas obligatoirement d'hôtellerie et de choses comme ça, qui permettait d'accueillir du tourisme et de faire un développement touristique. Donc on a fait des aides au développement du meublé de tourisme, c'est quasiment devenu une niche fiscale. C'est-à-dire que vous étiez exonéré jusqu'à 75%, vous aviez une rentabilité qui est relativement forte, donc ça s'est énormément développé. Non pas au détriment des territoires, puisque c'était plutôt au bénéfice des territoires pendant des années, mais on est arrivé à un stade où maintenant, ce développement se fait au détriment de la résidence principale et de la capacité des habitants à pouvoir se loger. Donc on a un problème d'équilibre. On n'a pas un problème de dire ça, c'est pas bien, ou ça, c'est qu'à un moment donné, on a un problème d'équilibre. Donc travailler là-dessus, notre but, c'est de retrouver un équilibre. C'est-à-dire que
il faut qu'il y ait une activité, il faut qu'il y ait des vacanciers, il faut qu'il y ait des résidences secondaires, il faut qu'il y ait du logement pour les saisonniers, puis il faut aussi qu'il y ait du logement pour les gens qui veulent habiter ici. L'équilibre, il est perdu actuellement, donc il faut qu'on le retrouve. Un des outils qu'on a, c'est la régulation des meublés de tourisme. Ça date de la loi Lemeur et Icanis, qui était Etianis, qui est à Basque, c'est 2 députés. Et la loi, ça faisait 2 ou 3 ans qu'ils essayaient de la faire passer, ils ont bataillé, et elle a fini par passer à l'automne 2023. Donc ça nous a permis de mettre en place cette réglementation. Pardon. Donc nous, avec notre diagnostic, à peu près 900 meublés de tourisme qu'on a identifiés. Si on va sur le slide d'après, meublés de tourisme qui impactent le marché immobilier local, là on a 90% des meublés de tourisme inscrits auprès du service de la taxe de séjour et moins 30%. C'est-à-dire, vous voyez la courbe de l'augmentation des meublés de tourisme, tels qu'on est capable, nous, de les identifier. D'accord ? Donc là, vous avez le début, c'est 2015, on arrive 2023, donc même pas 10 ans. On est passé en identifié à 250 meublés de tourisme, à 700 meublés de tourisme. Et maintenant, on est à 900 meublés de tourisme identifiés. À part ça, dans la même période, on perd 30% du parc locatif à l'année. Donc nous, notre but, c'est à un moment donné de dire, en fait, cette activité-là, qui est une activité commerciale, qui n'est absolument pas encadrée, en fait, c'est pas logique. Moi, j'ai un chantier, je suis artisan, je suis encadré, régulé, et le monde du meublé de tourisme, c'était un monde où en fait chacun fait comme il veut. Vous pouvez décider de louer votre bien comme vous voulez, autant de temps que vous vouliez, au prix où vous vouliez, et en plus vous aviez une exonération. La loi a enlevé les exonérations, donc ils sont en train de rééquilibrer les taxes que vous pouvez payer entre celui qui fait de la location à l'année et celui qui fait du meublé de tourisme, une sorte d'équité de traitement. Et l'autre chose, c'est que la loi maintenant, avec ce changement d'usage, comme on l'appelle, nous permet au moins de l'encadrer. Donc c'est ce qu'on est en train de faire. Quel est l'objectif de cette régulation ? 1. Trouver le juste équilibre entre la protection de l'habitat à l'année et le développement de l'activité touristique. Permettre aux îlets de se loger, en location ou en achat, avec un parcours de résidentiel optimal. C'est-à-dire qu'on a aussi un des travers, une des difficultés qu'on a à l'IDIE, c'est qu'on voit normalement dans votre vie, à un moment donné, vous quittez vos parents 18, 20 ans, vous avez un petit studio, après vous êtes en couple, vous avez un T1 ou un T2, puis à un moment donné, vous prenez de l'âge, vous êtes plus confortable financièrement, puis vous avez envie d'avoir un appart ou une maison, etc. À l'IDIE, il y a un moment donné, ça bloque, parce que sur 20 ans, les gens, ils n'arrivent pas à faire ça. Puisque rien ne bouge, le logement social ne bouge pas, le parc locatif, ça ne bouge pas, et l'accession à la propriété devient compliquée. Donc en fait, notre vie, par rapport au logement, on peut se dire que sur les 30 années à venir, c'est pas dit qu'il y ait encore beaucoup de jeunes qui soient capables d'avoir toujours le logement adéquat à ce qu'il est en train de vivre et à ses revenus, au bon moment, à tous les moments de sa vie. Développer une offre de location touristique maîtrisée, de qualité, respectueuse des habitants, des acteurs locaux et des visiteurs. Encourager la location à l'année tout en permettant aux propriétaires qui ont besoin de ces revenus complémentaires de continuer la location de meublés de tourisme. Et éviter que les constructions neuves deviennent des locations touristiques. Une des choses, c'est qu'on voit depuis plusieurs années arriver des investisseurs par rapport à ça sur l'IDIE. Donc à 200 € la nuit, c'est rentable. Donc on voit arriver des gens qui achètent des terrains ou des maisons et qui ne font que du meublé de tourisme. C'est-à-dire qu'on a un territoire contraint, il nous faut des logements, il faut que les gens puissent se loger quand ils habitent ici, il faut pouvoir avoir des saisonniers pour l'activité économique. On a des résidences secondaires qui ont des coups de cœur et qui investissent pour habiter ici et pour venir en vacances. Et puis on y rajoute actuellement depuis quelques années des gens qui viennent investir leur argent ici, c'est-à-dire qu'eux-mêmes viennent. Donc on a un quatrième acteur qui est, et on en voit de plus en plus là depuis quelques années, des gens qui achètent un terrain, qui font 3 maisons et c'est que du meublé de tourisme. Alors ils viennent même pas en vacances. Ils investissent et l'argent il repart, il est même pas redistribué sur le territoire. Donc là, la régulation, c'était aussi se dire, il faut qu'on maîtrise l'évolution à venir.
C'est pas qu'on on a envie de tout casser ou de tout dire, il faut plus de meublés de tourisme, tout ça. C'est qu'il faut à un moment donné qu'on maîtrise l'évolution qui est en train de se passer. La courbe qu'on a vue tout à l'heure avec l'augmentation comme ça, à un moment donné, c'est soit on fait rien et en fait on la subit, soit on essaye d'avoir un peu la maîtrise de cette courbe. Alors, juste, meublé de tourisme, c'est quoi? Alors, un meublé de tourisme, donc villa, appartement ou studio meublé à l'usage exclusif du locataire, offert à la location à une clientèle de passage qui n'y élit pas domicile et qui effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine et au mois. Ça, c'est l'article. Donc, qu'est-ce qui n'est pas un meublé de tourisme? C'est chambre d'hôte. C'est pas un meublé de tourisme parce que vous recevez des gens chez vous. Une résidence principale, vous pouvez la mettre en meublé de tourisme, mais ce n'est pas un meublé de tourisme au sens où c'est une résidence secondaire qui n'est affectée qu'à du meublé de tourisme. C'est votre résidence principale, vous y habitez, et vous avez le droit de la louer en dessous de 120 jours par an. C'est-à-dire quand vous partez en vacances ou si vous avez des déplacements professionnels, vous avez le droit de la louer. Et ce qu'on va appeler un meublé de tourisme, c'est toute unité de logement. Donc, quand on parle de la taxe d'habitation sur la résidence secondaire, ce qu'on appelle une résidence secondaire, c'est pas parce qu'on, c'est pas, nous on parle de résidence secondaire, mais en fait quand on parle de résidence secondaire, ça n'a rien à voir avec le fait d'avoir acheté une maison pour venir en vacances. C'est votre deuxième maison en fait. C'est toute unité de logement permettant une vie indépendante. Elle peut être comme une résidence secondaire. Si chez moi, j'ai ma résidence principale, à côté j'ai une dépendance, si elle me sert à mes enfants, en fait c'est une annexe. Mais si je loue à la semaine pendant les vacances, en fait c'est plus ma résidence principale, puisque je suis en train d'habiter et je loue ce bâtiment autonome, ce logement autonome, je le loue. Donc ça devient une résidence secondaire, puisque c'est un meublé de tourisme. Voilà pour on pourra revenir si vous avez des questions. Donc, de là, ce qu'on appelle le changement d'usage et de la réglementation, c'est qu'on nous autorise à mettre un règlement. Et ensuite, toute personne qui voudra mettre un logement en activité de meublé de tourisme devra respecter leur règlement qu'on a édicté. Donc, il vous faudra, c'est pour ça qu'on appelle le changement d'usage, il faudra faire une demande de changement d'usage. Vous allez demander à pouvoir mettre une maison en location de tourisme. Puisqu'à la base, la destination d'un logement, c'est une habitation. Or, quand un logement ne devient plus une habitation, mais devient un meublé de tourisme, en fait, vous changez l'usage de votre habitation. Une maison, sa destination, c'est d'être habitée. Donc, quand on en fait autre chose, finalement, on change l'usage. Donc, avec le règlement, les gens, toute personne qui veut, même si vous le faites déjà depuis plusieurs années, mais comme il n'y avait pas le changement d'usage sur les lieux, on va dire que tout le monde est nouveau. Donc là, quelqu'un qui veut louer un bien en meublé de tourisme va demander son changement d'usage. Il faudra que sa demande, elle ne sera acceptée que si elle est conforme au règlement qui a été voté par le conseil municipal. Donc le règlement qu'on a voté, il y a des règles pour tout le monde, qui sont un meublé de tourisme maximum par foyer fiscal et personne morale. Et l'autre chose, c'est qu'il y a la présentation du DPE, diagnostic de performance énergétique, qui attestant de l'étiquette comprise entre les classes A et E. Alors ça, c'est la loi, française. Ça, on n'a pas voix là-dessus. C'est-à-dire que maintenant, c'est comme ça, quand on veut louer en meublé de tourisme, il faut être classé entre E, A et E. Donc, avoir son DPE, demander un DPE, c'est pas compliqué. De ce qu'on sait depuis plusieurs mois qu'on a lancé la formation, les gens y arrivent à avoir leur DPE, à trouver un organisme qui vient. Il y a juste un petit... Je vais faire une parenthèse, c'est que là, depuis quelques jours, on entend parler d'un changement sur le calcul du DPE. Le Premier ministre en a parlé. Il n'y a pas de décret, donc, mais je vais quand même vous le dire, parce que de toute façon, ça fait un moment qu'on sait qu'il y a beaucoup de gens qui veulent que le DPE, ça change, puisqu'il est tellement restrictif qu'il part peut-être d'une bonne intention, mais qu'il risque de faire empirer la crise du logement, parce que si tout le monde, si 20% sort du parc du logement parce qu'il est en G, voilà, et sans laisser le temps aux gens de faire les travaux, bon, donc il y a beaucoup de travail là-dessus. Alors là, il a été annoncé juste une chose, c'est
Ils mettent des coefficients sur un DPE pour, par exemple, la part, si vous êtes au chauffage électrique, des choses comme ça, sur comment est votre isolation, et après c'est calculé avec des coefficients. Ils sont en train de changer de coefficient sur l'électricité, je crois. Et normalement, ça va rendre le DPE plus souple. Enfin, ça sera plus facile d'avoir un DPE E, par exemple, sauf que pour l'instant, c'est qu'une annonce, ça n'existe pas encore, et c'est prévu pour 2026. Pour le 1er janvier 2026. Donc, si on imagine que le décret passe et que ça rentre vraiment en action, en fait, là, on va avoir des gens qui vont venir cet automne avec un DPE, par exemple, F ou E, imaginons. Non, F, par exemple. Et puis finalement, s'ils avaient fait leur DPE 3 mois après avec la nouvelle réglementation, avec le changement de calcul, peut-être que leur DPE serait E. Donc, ça voudrait dire qu'à l'automne, on va dire non à des gens, alors que finalement, 3 mois après, on leur aurait dit oui. Donc, c'est un peu dommage, quoi, l'histoire. Donc, pour l'instant, le DPE, ce que nous, on va changer, parce que là, il faut qu'on s'adapte, en fait, dans l'idée, c'est de dire qu'on va, si le DPE n'est pas bon pour un dossier, en fait, on va l'accepter sous réserve. C'est-à-dire qu'on va laisser un peu plus de temps que prévu aux gens, en se disant si la règle change réellement, qu'il y a le décret, ça veut dire qu'au mois de janvier, les gens ils pourront aller faire leur nouveau DPE. Alors c'est pas reprendre un organisme, etc. Il faudra aller... Sur le site de l'ADEME, il y aura une démarche à faire pour avoir une attestation qui attribuera un nouveau DPE. Vous inscrirez votre identifiant de DPE et il vous fournira un nouveau DPE qui tiendra compte de la nouvelle réglementation. Et effectivement, des logements qui sont en étiquette F pourraient basculer en étiquette E sous condition qu'ils sont chauffés en électrique. C'est vraiment le coefficient lié à l'électricité dans le DPE qui va faire évoluer positivement les DPE. Donc voilà, donc on va donner cette souplesse aux gens, c'est-à-dire qu'on ne va pas les refuser là à cause du DPE pour l'instant. Par contre, ça ne veut pas dire qu'ils auront le droit de louer. C'est juste qu'on leur donne le temps d'avoir le DPE avec la nouvelle norme, avec les nouveaux calculs de DPE. On avait dit d'entrée de jeu que le DPE pouvait être une vraie difficulté, mais qu'elle s'imposait à nous et que c'était pas au début on n'était pas sur le DPE. Et on avait dit qu'on ferait tout pour que le DPE ne soit pas le critère qui allait embêter le plus possible les gens. Donc voilà, donc on est sur cette souplesse-là. Donc on a un meublé de tourisme et on a mis un quota de 13% du parc de logement. Alors le quota, on met un règlement. Ce règlement, il passe en délibération et après il passe au contrôle de légalité. Donc pour qu'il soit légal, il faut qu'il soit argumenté. Donc notre règlement, pour qu'il soit valable, il faut qu'il soit argumenté avec un diagnostic. Donc, comme dans notre diagnostic, on a 900 meublés de tourisme identifiés, on est obligé de dire qu'on a 900 meublés de tourisme à l'île-Dieu. On sait qu'on en a plus, mais on ne sait pas combien. Donc, on ne peut pas faire un règlement au doigt mouillé en disant on va estimer qu'il y en a 300 de plus. Et comme notre but, ce n'est pas de restreindre de 20%, par exemple, l'activité de l'île-Dieu, mais plus d'encadrer et de se donner un outil qui va permettre de maîtriser l'évolution sur les années à venir, on ne pouvait pas mettre 1200 parce qu'auquel cas, il repose sur rien notre quota. Donc on est parti sur un quota à 800. Parce que sur les 900, il y a des gens qui sont en résidence principale, qui louent leur résidence principale, et ces gens-là ne rentrent pas dans le quota, puisque tout le monde a le droit de louer sa résidence principale moins de 120 jours par an. C'est la loi. Donc voilà. Donc le quota, il est à 13%. Ça représente 13%. Maintenant, à partir du 1er septembre, les gens vont déposer leur dossier. Donc on va voir combien on a de dossiers. Et en fonction du nombre de dossiers, la qualité, on va dire, des dossiers, eh bien, on réétudiera le quota. Voilà. C'est-à-dire que s'il y a, je sais pas moi, s'il y a que 600 dossiers, on le baissera peut-être. Parce qu'autrement, ça voudrait dire qu'on laisserait la porte ouverte à 200 personnes de plus. Mais s'il est vraiment très élevé au-dessus, il se posera la question de se dire, mais si on reste à 800, est-ce qu'on n'est pas en train de mettre à mal l'activité touristique de l'île, etc. Donc là, on a toujours dit, pour l'instant, on est sur nos 800 parce que c'est des données objectives. Maintenant, on verra au moment où les dossiers vont arriver. Le quota, ça va être un curseur sur le long terme. Il peut être changé par une équipe municipale comme elle le veut.
en fait, et donc c'est le curseur de se dire, à un moment donné, j'ai une vraie photographie de ce qui se passe sur mon île, j'estime que mon activité touristique, elle est bonne à ce niveau-là, et qu'avec ça, économiquement, c'est intéressant, mais que ça ne vient pas à chaque fois gâcher le fait qu'une population n'arrive pas à se loger. Et donc, si on trouve le bon curseur, à ce moment-là, on remettra, il faudra le changer. Et ça se trouve, il sera rechangé dans quelques années à nouveau, en fonction de l'évolution de la situation. On a créé un régime spécifique de 3 ans. Alors, toutes les personnes auront, quand vous allez vous demander, toutes les personnes auront leur autorisation de changement d'usage pour 3 ans. La loi dit que le changement d'usage, c'est entre 1 et 5 ans. On a pris 3 ans pour pouvoir, au bout de 3 ans, faire un bilan de est-ce que c'est efficace ce qu'on fait, est-ce que ça a un intérêt, parce que l'intérêt, c'est qu'à un moment donné, quand on voit revenir de l'allocation à l'année, et puis, au bout de 3 ans, ça permettra de faire un bilan de ce qui se passe et de dire notre règlement, il faut le changer, il faut l'adapter, il faut l'améliorer, notre quota, il faut le changer, il faut l'améliorer, etc. Et de repartir après. Et après, limite, une fois que la bonne formule est trouvée, rien n'empêche à la municipalité de dire on donne sur 5 ans. Ça évite de refaire des dossiers tous les 3 ans. Mais 5 ans, c'était loin parce que ça voulait dire qu'on n'allait peut-être pas faire de bilan avant 5 ans et pas améliorer le dispositif avant 5 ans. Donc voilà, on est parti sur 3 ans. Donc le régime spécifique, c'est qu'on a voulu que les gens qui jouent le jeu depuis le début, les gens qui sont partenaires de l'office de tourisme, qui sont déclarés en mairie, qui payent leurs taxes de séjour, etc. Donc les gens qui respectent les règles depuis le départ, parce que la déclaration en mairie pour un meublé de tourisme, ça a toujours existé, elle ne vient pas d'arriver, quoi. Donc ces gens-là, on leur donne leurs 3 ans, et même s'ils ont plusieurs meublés de tourisme, c'est-à-dire quelqu'un qui fait une activité, qui a construit un vrai projet d'activité touristique en ayant 2-3 studios par exemple, et qui s'était inscrit partout, qui fait sa pub, qui s'est fait classer, etc. On s'est dit, ceux-là, il faut quand même les préserver et leur laisser un peu de temps avant de s'adapter, pour qu'ils puissent s'adapter à la nouvelle réglementation. Donc ça, c'est pour... Donc il y en a, je ne sais plus ce que ça représente comme... Non. Je crois qu'il y a 600, c'est à peu près 600 meublés de tourisme qui sont comme ça. Oui. Oui, mais ouais. Ah oui, ça veut dire ils peuvent en avoir qu'un, pardon. En meublé, en propriétaires qui ont plusieurs meublés, il n'y en a pas tant que ça. Il y a 40 propriétaires qui ont 2, 3 ou 4 meublés, c'est tout. Voilà. Mais sinon, il y en a 600 déclarés en mairie, en fait. Donc, ils peuvent prétendre à ce régime transitoire de 3 ans, en fait. Donc ça, voilà. Donc il reste 200 places. Après, il reste 200 places, mais normalement, il n'y a que 200 personnes qui ont des meublés de tourisme. Jusqu'à preuve du contraire. En fait, entre taxes de séjour, les gens, entre les déclarations d'impôts, les déclarations en mairie, ceux qui sont sur les plateformes, actuellement, qui existent, il y en a 880 à l'île-Dieu. Alors peut-être qu'il y en a 2000, mais moi, j'en sais rien. Donc on ne peut faire un règlement qu'avec ce qu'on connaît, en fait. Après, ce règlement, il peut évoluer. Tout peut évoluer, en fait, en fonction. Mais ça nous semblait assez logique que les gens qui sont en règle, qui jouent le jeu, qui viennent avec l'office de tourisme, des choses comme ça, soient d'une manière qu'on leur donne un statut en disant vous êtes là, vous êtes actif, vous avez investi, vous avez classé votre meublé, etc. On vous donne un peu plus de temps. Voilà. Donc, alors, qu'est-ce que ça représente ? Là, je pense qu'il faut qu'on aille vite sur le... Il y a 2 démarches à accomplir pour les personnes. Il faut déclarer son meublé de tourisme et obtenir un numéro d'enregistrement. Donc ça, le principe, c'est qu'on attribue un numéro unique à chaque meublé de tourisme qui doit figurer dans toute annonce de mise en location. Le fait qu'on soit déclaré maintenant commune qui mette le changement d'usage, quelqu'un qui va sur une plateforme qui n'a pas le numéro d'enregistrement est refusé par la plateforme.
Et nous, ça nous permet aussi de contrôler, puisqu'on recevra les informations des plateformes, chose qu'elle ne fait pas pour l'instant. L'objectif, c'est aussi pour nous d'avoir un état de l'offre de meublé de tourisme sur les lieux, de pouvoir le contrôler, parce qu'on n'avait pas le droit de contrôler, et on n'avait pas le droit d'aller faire non plus des amendes à des gens qui feraient n'importe quoi. En fait, on avait le droit de rien. Alors que là, maintenant, on pourra avoir le droit. Quelqu'un qui n'aura pas une autorisation de meublé, d'activité de meublé de tourisme pourra être contrôlé et aura des amendes. Donc ça, une fois qu'on a son numéro, c'est sans limite. Et puis après, il faudra aller demander son autorisation temporaire de changement d'usage. C'est-à-dire qu'il faudra aller demander si mon meublé de tourisme, je peux avoir l'activité, et donc il sera étudié en fonction du règlement, et s'il est complet, en fait, il y aura acceptation du dossier. Donc il faut soumettre autorisation, donc tout ça se fera à la mairie, et le but de tout ça pour nous, c'est vraiment de pouvoir, à un moment donné, réguler, encadrer, avec l'objectif toujours de pouvoir retrouver des équilibres entre les destinations d'habitation. Je ne sais pas, ni plus ni moins. Juste, on va finir rapidement. Donc en fait là, celle-ci, vous pouvez la voir sur les petits flyers. Donc on va aller vite. Mais sur les petits flyers qui sont donnés, vous avez celle-ci. Donc on a voulu mettre des exemples en disant, j'ai ma résidence principale, qu'est-ce que j'ai le droit de faire, etc. Donc voilà. Et donc on a aussi un bureau à la mairie avec une personne qui est dédiée aux informations pour tous les dossiers et au règlement. Je vais juste m'arrêter là. Après, on fera les questions. Il y a juste Elsa qui va donner 2-3 infos pratiques par rapport à ce qui va se passer cet automne, en fait. Donc, je vais préciser les 2 démarches qui sont à réaliser. Donc, tout d'abord, il faudra déclarer son meublé de tourisme et obtenir un numéro d'enregistrement. C'est l'identifiant unique qui sera attribué à chaque meublé. Donc, ça concerne tous les loueurs de meublés de tourisme dès le premier jour de location, que ce soit loué 2-3 jours par an ou presque toute l'année. Donc, les résidents principaux, les résidents secondaires, les investisseurs ou les annexes de la résidence principale. C'est une démarche qui va s'appliquer aussi à ceux qui sont déjà déclarés en mairie. Il y avait des déclarations qui étaient à faire jusque-là. Mais en fait, ça va remplacer les déclarations qui étaient à faire aujourd'hui. Et à partir du 1er janvier 2026, ça devra être obligatoire. Donc, comment faire? Il faudra se connecter sur le site de la mairie et accéder à la plateforme de la taxe de séjour à partir du 1er septembre à 14h. Il y aura un formulaire à remplir et ça vous attribuera automatiquement un numéro de 13 chiffres qui sera nécessaire pour déclarer votre logement. Et comme l'a dit Emmanuel Maillard, les plateformes refuseront vos annonces si vous ne fournissez pas ce numéro en règle lors de votre inscription. Ce numéro, il n'a pas de limite de temps et si les personnes ont des difficultés pour faire des démarches en ligne, elles pourront être accompagnées par la mairie dans les semaines qui suivent. Il faudra bien un numéro par propriétaire et il sera vraiment indispensable sur toute annonce de mise en location, sur les plateformes, mais aussi sur Lieu3 ou sur une version papier. Toute annonce sur laquelle l'identifiant n'est pas indiqué, le diffuseur de l'annonce peut être poursuivi pour diffusion d'annonces non réglementaires. Ensuite, la deuxième démarche sera de demander une autorisation temporaire de changement d'usage. Donc là, sont concernés les meublés de tourisme, donc résidences détenues en tant que résidences secondaires ou leur annexe, les investissements locatifs, les résidences principales, si elles sont louées plus de 120 jours par an, parce qu'au-delà de 120 jours par an, on considère que ce n'est plus vraiment une résidence principale, les annexes de la résidence principale, donc notamment ce qu'on peut considérer comme le studio à côté de la résidence principale. Et c'est des démarches qui s'appliquent à tous ces meublés, même ceux qui avaient déjà une activité depuis plusieurs années et qui avaient fait tout le reste de leur déclaration. Le changement d'usage est une nouvelle norme à respecter. Donc là, la démarche, elle se fera aussi via le site de la mairie et via la plateforme de la taxe de séjour, ici aussi à partir du 1er septembre, à privilégier en version numérique pour faciliter l'instruction, les échanges avec les propriétaires.
Pour les propriétaires qui ne pourront pas le faire en version numérique, il sera possible de déposer un dossier en mairie, mais vraiment ça facilitera les choses autant pour vous que pour nous de l'avoir en version numérique. À partir du dépôt du dossier complet, donc avec l'ensemble des pièces qui seront demandées, le délai de réponse est de 2 mois. Donc dans un délai de 2 mois, si le dossier respecte le règlement, il sera autorisé. Sinon, on reviendra vers vous pour vous informer de la réponse. Et c'est à faire avant toute mise en location. Donc, prendre en compte ce délai de 2 mois avant les délocations sur l'année 2026. Ici aussi, s'il y a des questions, il ne faudra pas hésiter à passer par le service habitat de la mairie pour vous renseigner ou pour bien vérifier les différentes pièces qui sont à fournir. Et à savoir, en copropriété, le loueur doit s'assurer que le règlement de cette dernière autorise la location de meublés. Donc, ce sera un engagement sur l'honneur que vous respectez le règlement de copropriété, mais bien s'en assurer avant la mise en location. Il y a des démarches qui peuvent être anticipées dès aujourd'hui. Donc on vous indique ici les pièces qui seront à fournir. Donc il y aura un formulaire qui sera à saisir en ligne. Les différents champs du formulaire seront diffusés dans les 15 jours maximum qui viennent, normalement courant de semaine prochaine, pour vous préparer à avoir les différentes informations prêtes. Il faudra fournir une pièce d'identité et en cas de personne morale, les statuts de la société. L'avis d'imposition sur le revenu qui permettra de contrôler les différents membres du foyer fiscal. Un plan du GOCAL daté, signé avec les mentions de la surface, notamment dans le cas des annexes, pour bien vérifier quelle est la partie qui est louée, mais qui s'appliquera du coup à tous les logements. Le titre d'occupation du demandeur ou l'attestation de propriété, donc là principalement la taxe foncière ou autres documents prouvant la propriété pour les acquisitions plus récentes. Un DPE en cours de validité, donc à savoir un DPE qui est postérieur au 1er juillet 2021, qui est la nouvelle norme en matière de DPE. Et puis pour les logements qui étaient déjà déclarés en mairie, le récépissé de déclaration en mairie antérieur au 31 décembre 2024. Et à savoir qu'il y a des démarches qui peuvent commencer à être faites dès aujourd'hui. Donc, l'outil qui va permettre de déposer les demandes de numéros d'enregistrement et de changement d'usage, c'est l'outil qu'on utilise aujourd'hui pour la taxe de séjour. Donc, si vous avez déjà un compte sur 3D West, qui est le logiciel actuel, c'est à travers ce compte que vous devrez faire les démarches. Toutefois, si vous n'avez pas de compte, on vous invite dès aujourd'hui à créer votre compte. Ça fera une démarche qui sera déjà faite en amont et qui facilitera vos démarches par la suite. Donc, voilà, vous avez le lien là, mais il est déjà diffusé et il va être rediffusé dans les semaines qui viennent. Voilà, vous pouvez dès aujourd'hui anticiper la création de votre compte. Et aussi, pour ceux qui n'ont pas fait, déclarer votre activité loueur de meublés de tourisme auprès du guichet des entreprises. Parce que pour faire l'ensemble de ces démarches, il vous faudra un numéro de SIRET. Et en tant que loueur de meublés de tourisme, vous devez obtenir un numéro de SIRET et avoir déclaré votre entreprise. Voilà. Et à savoir que tout dossier qui sera déposé avant le 1er septembre, à 14h, on ne pourra pas l'accepter pour des questions d'égalité de traitement. C'est la date de démarrage de réception des dossiers. Autre chose avant de finir, il y a ces obligations qui sont nouvelles, mais il y a d'autres obligations qui existent déjà et qui sont parfois méconnues par certains loueurs. Donc le fait de déclarer son activité, donc en tant que loueur de meublés de tourisme, vous exercez une activité commerciale, et comme toute activité commerciale, elle doit être déclarée auprès du guichet des entreprises. Cette déclaration qui permet notamment d'obtenir un numéro de SIRET et qui peut aussi entraîner une imposition du fait d'avoir une activité commerciale à la cotisation foncière des entreprises. C'est une taxe qui est perçue par les collectivités, notamment une partie par les communes. Donc, ce n'est pas le cas de tous les meublés de tourisme, mais ça dépend si le logement meublé est classé ou non classé, le fait d'être assujetti à cette cotisation foncière des entreprises. Alors, on peut répondre à quelques questions sur le sujet, mais si vous avez des questions assez pointues, il faudra plutôt se rapprocher des services fiscaux qui sont plus aiguillés pour répondre sur les modalités de calcul. Ensuite, en tant que loueur de meublés de tourisme, vous devez déclarer votre logement auprès des services des impôts. En fait, depuis 2023, l'ensemble des propriétaires
doivent déclarer l'occupation de leurs différents biens via la plateforme existante en ligne Gérer mes biens immobiliers. Et sur ce site, vous pouvez déclarer le fait de louer le logement en question en meublé de tourisme. Et cette déclaration peut avoir des conséquences, et notamment selon la déclaration, la façon dont le logement est déclaré et selon le logement a été construit, peut entraîner une imposition du logement à la taxe d'habitation. Ce n'est pas du tout la réglementation qu'on met en place qui entraîne le fait d'avoir une taxe d'habitation sur les résidences secondaires, mais bien la façon dont vous l'avez déclaré et les nouvelles normes qui ont été mises en place par l'État ces dernières années. Ensuite, le logement peut être classé. C'est une volonté du propriétaire de le faire. Ça permet d'indiquer le niveau de confort et d'équipement aux futurs clients. Et ce classement, il peut permettre de bénéficier d'avantages fiscaux et notamment une exonération de CFE, de cotisation foncière des entreprises, à ce jour sur l'île. Et enfin, la dernière chose qui est à faire, c'est de déclarer la taxe de séjour. Donc, tous les hébergeurs qui proposent un bien à la location touristique doivent collecter la taxe de séjour et la reverser à la commune par la suite. Donc, quand les locations sont faites par les plateformes, la plupart des plateformes le font pour le propriétaire, mais ce n'est pas toujours le cas. Et dans le cas où vous louez en direct, c'est à vous de prélever la taxe de séjour et de la reverser par la suite. Et il existe d'autres potentielles déclarations à faire, mais qui dépendent après de la situation du logement. Donc, il peut y avoir des déclarations à l'URSSAF ou des déclarations à la SACEM à partir du moment où il y a notamment un téléviseur ou une radio dans le meublé de tourisme. Voilà, on vous informe de tout ce qui existe en termes de déclaration et d'obligations à réaliser. On arrive à la fin de la présentation, donc là on vous rappelle, on vous rappelle le fait que la mairie est là pour vous accompagner dans les démarches que vous pouvez faire sur tout ce qui est lié à la réglementation des meublés de tourisme. Et notamment, on a un guichet qui est disponible du lundi au mercredi matin pour répondre à vos questions. Donc, par téléphone, par mail, en mairie. Privilégiez le mail parce que la personne est souvent en rendez-vous et n'est pas forcément en capacité de répondre toujours au téléphone. Et idéalement sur rendez-vous, surtout sur la période estivale où on a beaucoup plus de demandes. Donc, pas hésiter à venir se renseigner auprès de la mairie. Et si vous êtes partenaire de l'Office du tourisme en tant qu'hébergeur, l'Office du tourisme est aussi disponible pour vous accompagner et répondre à vos questions sur le sujet. Et le service Habitat est disponible aussi pour vous répondre sur tous les sujets qui sont liés au logement. Voilà, si vous questionnez sur d'autres solutions de logement, on est là aussi pour répondre à vos questions.